Patrick. Avec Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, un homme fait la une des journaux, Harvey Weinstein. Le roi déchu d'Hollywood, titre Le Figaro. Un ogre des temps modernes, écrit Isabelle Anne dans Libération. Un prédateur qui ne reculait devant aucune proie, protégé par les dollars et la loi du silence. Un ogre donc, un prédateur. C'était un gros porc et tout le monde le savait, raconte un journaliste américain à Libé. J'avais entendu des histoires de viol, mais on considérait que c'était le prix et la loi du business. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on savait. Tout le monde était au courant, dit Paris Match. Tout le monde savait, répète le Parisien, qui parle d'une triste réalité et publie ce dessin bien rance d'une rencontre entre Weinstein et DSK, le second demandant au premier « Je peux avoir un autographe ? Vous êtes mon idole. » Tout le monde le savait. Dans son édito, le Los Angeles Times confirme son comportement était bien connu à l'intérieur de l'entreprise et dans le tout Hollywood, le LA Times, journal qui compte sans doute le plus grand nombre de reporters chargés d'enquêter quotidiennement sur le tout Hollywood, devait lui aussi savoir. En fait, on savait tellement qu'on en faisait des bons mots en pleine cérémonie des Oscars. Le site Slate.fr rappelle notamment cette blague grinçante du réalisateur Seth MacFarlane en 2013, présentant les actrices nominées. Il a conclu en lançant « Félicitations mesdames, avec ça, vous 5 n'avez plus à prétendre que vous êtes attirés par Harvey Weinstein ». Dans la salle, tout le monde a ri à gorge déployée. En dernière page de l'Humanité, enfin, le dessin de Jules résume assez bien les répercussions du scandale qui font peur. 2 touristes se tiennent devant les grandes lettres blanches du Hollywood Sign, devenu The Hollywood. The Hollywood, sauf qu'Hollywood n'a pas le monopole du harcèlement sexuel. C'est le titre de l'édito de Maurice Bontinck dans La Charente Libre. Hier soir sur France 2, dit-il, la parole a explosé au visage des téléspectateurs grâce au documentaire Harcèlement sexuel au travail, l'affaire de tous. À chaque fois, l'engrenage est le même, écrit-il, l'agression voilée en séduction de la part d'un harceleur renforcé par le mutisme des collègues. C'est vrai à Hollywood, mais c'est vrai aussi dans l'armée, ajoute Pascal Coqui dans les dernières nouvelles d'Alsace. C'est vrai en politique, au travail, dans la vie quotidienne. C'est vrai partout. Il est temps, dit-il, que la honte change de camp. Mais à voir quelques unes de la presse locale, on mesure l'ampleur de la tâche, celle du Maine Libre, par exemple, qui titre « Louise, 22 ans, tuée par un voisin violeur ». Le journal précise qu'il était déjà connu pour des faits de viol. En première page de l'Union de Reims, un viticulteur a été condamné à 10 ans de réclusion pour avoir violé son ex-compagne. Il n'avait pas supporté qu'elle l'ait quitté. Précision nauséabonde qui, comme souvent, laisse entendre qu'il y avait bien une raison, une justification. Même chose dans l'Est républicain où ce n'est pas une rupture, mais le pull noir moulant en angora d'une patiente qui aurait amené le gynécologue Michel Muscard à la violer. Devant les assises de Moselle, l'homme accusé de viol sur 5 patientes assure que c'est ce pull qui l'a fait déraper en fin de prélèvement. Un accusé dont la ligne de défense est la spécificité de sa méthode médicale, un protocole de prélèvement, dit-il, américain. En France, c'est une autre révélation qui fait vaciller un mythe du cinéma français, la face noire de Michel Audiard. Non, et vous ne citerez peut-être plus les tontons flingueurs avec le même allant parce que derrière l'expression utilisée par l'Obs, face noire de Michel Audiard, il faut comprendre antisémitisme de Michel Audiard. Pour le démontrer, l'hebdo détaille les archives exhumées par Franck Lomo, rédacteur en chef de la revue Temps Noir, en l'occurrence des articles écrits par Audiard pendant l'occupation dans la presse collaborationniste. Et les extraits laisse peu de doute, comme cette nouvelle publiée en 1943 qui met en scène le personnage d'Éphraïm, décrit comme une synthèse de fourberie. La conjuration des synagogues s'achèvera le jour de votre pendaison, manifestation de l'immanente justice. Autre texte en 1944, Le Monde, qu'il est convenu d'appeler artistique, demeure le plus coquet ramassis de faisans juifs, pardonnez le pléonasme, écrit-il, Métèque et Margoulin. Il y a aussi Joseph Kessel, qualifié de petit youpin, et puis cette fiche d'adhésion au groupe Collaboration fondée en 1940, qu'il ait pu écrire pour un journal qui demandait à ses lecteurs « Faut-il exterminer les Juifs ?» et « Odieux », écrit l'Obs, qu'il se soit laissé gagner par l'antisémitisme de l'époque est simplement indigne. Il y a chez Audiard un côté anard de droite, tendance Céline, conclut le journaliste François Forestier qui précise « On le savait depuis longtemps ». Audiard qui avait 24 ans, 44, il était né en 1920. Oui. Dans la presse également, d'autres révélations bien moins nauséabondes, Marion, en politique cette fois. Oui, des révélations où
des choses que l'on soupçonnait déjà. Le gouvernement cherche une voix de gauche, nous apprend par exemple Le Monde qui relate cette confidence d'un proche d'Emmanuel Macron. Le président aurait invité ses ministres à aller là où ça souffre pour ne pas donner l'impression de ne parler qu'à la France qui va bien. Curieuse manière de dire que la France qui va bien serait de droite, là où ça souffre, c'est de gauche. Et puis il y a aussi cet aveu de Jean-François Copé dans Le Parisien. La réalité politique, affirme l'ancien président de l'UMP, c'est qu'on a un président de la République qui mène une politique de droite et qui fait tout ce que nous n'avons pas eu le courage de faire quand on était au pouvoir. Ayons la cohérence de le reconnaître, lance Jean-François Copé, manière de dire encore une fois qu'on sait tout ça depuis un bout de temps. Enfin, puisqu'on a commencé cette revue de presse aux États-Unis, retournons-y avec cette enquête surprenante d'Hélène Vissière dans Le Point sur la nouvelle vie de George W. Bush. L'ancien président s'est reconverti dans la peinture, écrit Le Point. Surprise, les critiques de gauche adorent. Le New York Times valide. Si son portrait de Monsieur Poutine était une toile anonyme dans une brocante, écrit Le Quotidien, la plupart d'entre nous serions ravis de l'acquérir. Alors, serait-il meilleur peintre que président, se demande la journaliste. Vu les toiles qui sont publiées, j'ai envie de vous dire ni l'un ni l'autre, mais enfin, peut-être que vous le savez déjà. Il peint des chiens, non? Il peint des animaux aussi, non? Des animaux, des chiens, ses pieds, sous la douche, dans une baignoire. Il peint des réformés de l'armée américaine également. On va vite aller voir, on va se précipiter. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.